Donc après une terminale littéraire, j'ai fait une hypocagne au lycée Louis-le-Grand. C'était très dur. Ensuite, je suis entrée en Cagne, j'ai passé le concours de Normal Sup la première année. J'étais pas très bonne, mais je suis presque rentrée. J'ai eu beaucoup de chance et puis en fait, je suis pas rentrée, donc j'ai refait une deuxième Cagne. Et au bout de donc une hypocagne et 2 Cagnes, je suis entrée à Normal Sup. Qui à l'époque était donc l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, mais qui à l'époque était encore séparée entre filles et garçons. Donc j'étais à l'école normale supérieure de Sèvres, j'étais sévrienne. Et puis là, j'étais spécialisée en lettres classiques. Et donc, 1 an après avoir intégré l'école, j'ai préparé l'agrégation. J'ai fait une agrégation de lettres classiques que j'ai réussi. Donc, je venais juste d'avoir 22 ans. Et puis, en même temps, juste avant l'agrégation, j'avais fait une double licence en littérature et en philosophie parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire de la philo. Et après l'agrégation, je suis entrée en thèse. J'avais fait une maîtrise sur un philosophe du XVIIIe siècle et j'ai fait une thèse sur le marquis de Sade. Et puis, à 23 ans, dans le cadre des échanges organisés par l'École normale supérieure, je suis partie aux États-Unis, ce qui n'était pas une chose évidente pour moi, parce que je n'avais jamais fait d'anglais. Je n'avais fait que de l'allemand, du latin et du grec au lycée. Et je m'inquiétais beaucoup de ne pas savoir un mot d'anglais dans le monde contemporain. Je me dis, il faut absolument que je parte dans un pays anglophone. J'ai choisi les États-Unis. J'ai été acceptée comme lectrice à l'université de Yale. Et vraiment, sur place, j'ai appris l'anglais. Et puis, les États-Unis m'ont énormément plu. Et pour y rester, je suis entrée dans un PhD. Donc j'ai été candidate dans un certain nombre d'universités. J'ai dû passer les examens qu'on passe pour être candidat dans les PhD auxquels je pouvais avoir que des résultats très mauvais parce que je venais d'apprendre l'anglais, donc c'était pas évident de passer, je sais plus comment ça s'appelle, tous ces tests standardisés. Mais bon, dans mon domaine, c'était pas très grave d'avoir de mauvais résultats. Ce qui importait, c'était mon dossier. Et donc sur dossier, j'ai été acceptée dans plusieurs universités et je suis restée dans un PhD, un doctorat, donc à l'université de Yale. Mais en fait, après 1 an, je suis repartie en France. J'ai enseigné en France pendant 2 ans. Et puis, j'ai épousé un Américain. Je suis repartie aux États-Unis. J'ai terminé mon PhD en 1 an. Donc en fait, j'ai fait un PhD en 2 ans. Normalement, c'est plutôt entre 5 et 7 ans, ou 8 ans, voire. Et puis, j'étais sur le marché du travail américain. Et j'ai cherché un poste de professeur. Voilà. J'avais 2 thèses, une thèse française et une thèse américaine. Alors, le paradoxe, c'est que moi, j'étais pas en fait une très bonne élève, surtout au lycée. J'ai jamais été une élève modèle, j'étais mauvaise dans plein de matières. La seule matière où j'ai toujours été bonne, c'était le français. En fait, la seule chose que j'ai jamais aimé faire, c'était lire. J'adorais lire, j'écrivais aussi assez petite. J'aimais lire et j'aimais dessiner. C'était mes 2 matières que j'aimais bien. Le reste, je m'ennuyais beaucoup, j'aimais pas les cours, j'étais extrêmement bavarde, plutôt insupportable pour les professeurs qui d'ailleurs j'avais un dossier scolaire qui était très très mauvais et ils m'avaient mis dans mon dossier scolaire en terminale pour le pronostic au bac excellent, c'est-à-dire qu'ils étaient sûrs que j'aurais le bac et en cas d'échec au bac, ne sera pas reprise dans cet établissement. Donc c'était assez clair que j'étais exclue. Or, j'ai failli rater mon bac. J'ai été vraiment tout près de le rater. Et à cause de mon dossier scolaire, j'ai été, quand j'ai fait des demandes d'hypocagne, j'ai été refusée partout. Donc j'étais pas dans une très bonne position en terminale. J'ai un peu oublié, en plus je m'étais cassé le bras, donc ça me rendait encore plus bavarde parce que je pouvais plus prendre de notes, je suis tombée à vélo. C'était un moment vraiment difficile. Et j'ai eu une sorte de chance extraordinaire. Espérons que dans la vie, parfois il y a des chances. Ma prof de dessin au lycée a vu un jour que je faisais un peu la tête. Elle m'a dit, elle m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit, je sais pas ce que je vais faire plus tard parce que je suis refusée dans toutes les hypocagnes. Et elle s'appelait Madame Carrière, ce qui est quand même assez extraordinaire. Elle était amie du proviseur de mon lycée, à qui elle est allée parler sans me le dire. Et la proviseure de mon lycée était amie du proviseur de Louis-le-Grand. Et donc je suis revenue en cours de dessin, elle m'a dit, Catherine, ne restez pas en cours, allez faire votre dossier, apportez-le à Louis-le-Grand. Et je lui ai dit, mais j'ai été refusée à Louis-le-Grand. Et elle m'a dit, rapportez votre dossier. Voilà comment je suis entrée à Louis-le-Grand. Donc vraiment par la petite porte.
Et ensuite, j'étais en Hippocagne et je peux vous dire une chose, c'était difficile, vraiment difficile. Là, ça a été un choc d'une violence extraordinaire. Je donne un exemple, j'adorais l'allemand. En fait, j'aimais le français, le dessin, et j'aimais les langues vivantes. Et je n'en avais qu'une, c'était l'allemand. J'étais allée en Allemagne souvent, je parlais très bien allemand, j'adorais ça. Et bien en Hippocagne, mes notes d'allemand, c'était juste une catastrophe. C'était pas du tout ce que j'avais fait jusque-là. En latin et en grec, ma moyenne était de -45. C'était juste d'une difficulté. Et j'ai beaucoup pleuré, je dois vous dire, c'était horrible, je pensais que j'y arriverais jamais. Et bien j'y suis arrivée. Je crois que ce que j'ai appris en Hippocagne et en Cagne, c'est à travailler. Et vraiment, je ne peux pas regretter ça. J'ai appris à travailler, à être méthodique, à apprendre, à ne pas laisser de faiblesse. Et je crois que c'est quelque chose qui ensuite m'a toujours servi dans l'écriture. Alors évidemment, ma formation m'a conduite à devenir professeur. Donc je suis devenue professeure. D'abord en France, quand j'avais 25 ans. Petit chat dans la gorge. Comme normalienne doctorante, donc j'étais assistante et professeure en fac à l'université de Caen pendant 2 ans. Et puis je suis repartie aux États-Unis et ensuite j'étais sur le marché du travail et j'ai obtenu un poste à l'université de Yale quand j'avais 28 ans, enfin je sais plus quand exactement. Mais ce que moi j'avais toujours voulu faire depuis l'enfance, c'était être écrivain. Simplement, ma mère qui adorait la littérature, qui était ravie que je sois une littéraire, mais vraiment ravie, elle était en même temps très réaliste. Et elle pensait qu'être écrivain, ça ne nourrissait pas son homme ou sa femme. Et qu'il fallait d'abord que j'ai des diplômes et que j'ai un diplôme que je puisse avoir dans la vie pour m'en sortir. Donc c'est pour ça qu'elle voulait absolument que je fasse Hippocagne, que j'entre à Normal Sup, que je devienne professeur. Mais une fois que j'avais fait toutes ces études, c'est vrai que j'étais tellement formatée que j'en avais un peu perdu l'imagination et que j'étais devenue en fait incapable d'écrire un roman. Et il a fallu, quand j'avais 25-26 ans, un très gros chagrin d'amour pour ouvrir les vannes de la littérature et me permettre enfin d'écrire. Et j'ai écrit mon premier roman, Plein chagrin d'amour. Il a été publié, je ne peux pas dire qu'il ait eu un grand succès, donc ça a confirmé ce que pensait ma mère. Et progressivement, j'ai publié plusieurs romans, donc entre 27 et 32 ans, et un peu plus. Et enfin, mon premier succès dans l'écriture a été mon 5e roman, qui était Le problème avec Jeanne, qui a obtenu le Grand Prix des lectrices d'Elle en 2000. Donc j'avais 37 ans déjà. Et j'ai commencé à gagner de l'argent avec les livres. Et grâce en fait à ce changement, j'ai pu arrêter la carrière universitaire que j'aimais bien, mais mon cœur quand même n'y était pas complètement. J'avais pas envie de faire une carrière universitaire, j'avais envie d'écrire. Et donc depuis 2000, je ne fais plus qu'écrire. J'ai parfois ici et là enseigné un cours d'écriture, mais quand même mon métier principal c'est d'écrire. Bon, évidemment, pour moi, l'orientation scolaire, c'était très facile. Je n'aimais qu'une chose, c'était lire. Donc, à partir du moment où on n'aime que lire, c'est le français. À partir du moment où on n'aime que le français, il n'y a pas beaucoup de métiers. Hein. Donc, c'était forcément, oui, je voulais être écrivain, mais c'était forcément professeur de français. Simplement, ensuite, en Hippocagne, il fallait choisir entre lettres modernes ou lettres classiques. Et en fait, comme j'avais fait du latin et du grec, je ne faisais pas d'anglais. Et donc, forcément, ça m'a orientée vers les lettres classiques. Ce qui n'était pas évident, parce que j'étais pas très bonne en latin grec, qui demande quand même une très grande précision que je n'avais pas. Donc j'ai fait un peu malgré moi des lettres classiques. C'est en même temps très intéressant. Et c'est vraiment là, je crois que c'est ce qui m'a le plus appris, c'est finalement de faire du thème grec, c'est-à-dire traduire de français en grec. On a l'impression qu'on fait une chose absolument magnifique. Quand on rend son devoir, on est très très content de soi. Et on le reçoit du professeur et on a un nombre de barbarismes, de solécismes inimaginables. On a une note qui avoisine les -50. Et donc ça, c'était très intéressant d'apprendre la différence entre la perception que l'autre a de vous
et qu'on a de soi-même. Et d'apprendre l'aveuglement qu'on a sur soi. Et c'est finalement la plus grande difficulté professionnellement et dans l'écriture aussi. Et c'est ça qu'on va apprendre dans la vie, c'est finalement, pour apprendre un métier, il faut aussi apprendre sur soi, de plus en plus, et sans doute se cogner contre beaucoup de murs. Et donc je suis reconnaissante au thème grec d'avoir été le mur contre lequel je me suis cognée. Donc bon, je suis devenue écrivain et certainement si c'était à refaire, c'est vraiment ça que je voulais faire, donc je pense qu'il n'y aurait rien à changer. Mais je dois quand même avouer que cette Cannes et cette Hippocane qui m'ont tellement appris, qui ont été une expérience extraordinaire, ont été en même temps une torture et m'ont fait quelque chose que je ne mesure pas encore, mais qui ont produit en moi une immense angoisse à l'égard des études. J'ai vraiment eu l'impression de torturer quelque chose en moi pour en sortir, pour y arriver, pour réussir, pour m'en sortir. Ça a créé un immense stress. J'ai réussi, donc finalement j'ai pas eu de complexe d'échec, mais je pense à tellement de camarades que j'avais qui sont passés par les mêmes études, qui n'ont pas réussi à rentrer à Normal Sup, et à la trace que ça a pu laisser chez eux ou chez elles. Et ça, je pense que c'est pas une chose positive. Donc, bon, c'est ce qu'il en est de tous les systèmes élitistes. Il y a du bon et du mauvais dans un système élitiste. Le bon, c'est qu'on extrait le meilleur de ceux qui ont à offrir ce meilleur, mais on laisse beaucoup de victimes sur place. Et je pense qu'il doit y avoir quand même moyen de faire autrement. Alors c'est vrai que, bon, comme je suis éloignée de la France depuis très longtemps, je ne connais pas précisément les réformes actuelles, mais je vois quand même les jeunes autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a quand même plus de choix qu'il y avait à mon époque. C'est-à-dire que, avec ce Parcoursup, que par exemple, quand on s'engage dans un double cursus, dans une université, c'est sans doute, on apprend autant de choses, c'est aussi bien... on n'est plus obligé simplement de faire une Hippocane, qui était quand même vraiment difficile. C'était comme faire une quadruple licence pratiquement, l'Hippocane. C'était faire une licence à la fois en français, en latin grec, ou en classique, en histoire, en allemand, en philo. C'était vraiment énorme, c'était dans tous les domaines. Alors que là, j'ai l'impression que quand même il y a plus de possibilités de choses intéressantes. Et ce que j'espère, moi, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, on se rend compte qu'il n'y a pas juste un seul trajet. Ce qui était quand même mon sentiment à mon époque, c'est que c'était comme ça. Et aussi que les jeunes puissent se rendre compte, parce que ce qui est quand même dur en France, c'est qu'on doit faire un choix si tôt, à l'âge de 16 ou 17 ans, quand on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire plus tard. Et c'est vrai que par exemple le système américain, avec les BA qu'on fait dans les collèges de liberal arts, on ne se spécialise pas tout de suite, on reste pendant les 2 premières années complètement généraliste. Et ça peut être bien ça, de rester généraliste encore 1 an après le bac, ou de partir voyager quelque part, enfin de ne pas se précipiter en fait, pour choisir ce qui va engager une vie quand même. Déjà moi je pense que c'est très important de faire d'abord ce qu'on a envie de faire, même si parfois on a l'impression que c'est pas ça qui va conduire à un métier. Je pense que si on se force à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, ce pourquoi on n'est pas fait, ça peut vraiment conduire à un manque de désir et donc à vraiment quelque chose d'extrêmement négatif. Et que par exemple si on est un littéraire aujourd'hui, c'est pas toujours évident de dire à quoi ça va conduire des études littéraires. Déjà je crois que savoir écrire, savoir s'exprimer, c'est toujours quelque chose de très important dans tous les métiers. Avoir de la culture, c'est très important aussi. Et qu'il n'y a pas à se précipiter. Je ne sais pas ce qu'il en est effectivement de la France d'aujourd'hui, mais c'est toujours possible de commencer quelque chose d'autre. Si c'est pas à 17 ans, de commencer à 20 ans, à 22 ans, même à 25 ans. Moi j'ai une sœur qui savait pas du tout ce qu'elle voulait faire, donc qui a aujourd'hui, ma sœur a 60 ans. C'était il y a longtemps, elle a fait des sciences parce qu'elle était à l'époque du côté des sciences, mais bon, est-ce que ça l'intéressait, elle savait pas trop. Finalement, elle a fait toutes sortes de métiers. Et puis un jour elle s'est réveillée, elle s'est dit j'ai envie d'être médecin. Et elle avait 35 ans. Et bien elle a repris des études de médecine, et elle avait beau ne pas être bonne en maths du tout. Elle a réussi à rentrer et elle est devenue médecin. Donc je crois que quand le désir est là, on peut. C'est essentiel le désir en fait, c'est le désir qui nous permet de réussir. Donc il faut aller dans le sens de son désir.
Et si le désir n'est pas là? Alors s'il n'y a pas de désir, il ne faut pas se presser. Peut-être le mieux c'est quand même de faire, aller dans le sens de ce qu'on aime bien. On sait déjà quand même ce qu'on n'aime pas, peut-être éliminer ce qu'on n'aime pas déjà et voir ce qui reste. Et peut-être ne pas se spécialiser trop tout de suite et ne pas hésiter à aller quelque part où on n'aurait pas d'idée, dans des métiers complètement différents de ce que font éventuellement les parents, des métiers qui peuvent être manuels, qui peuvent être... parfois il faut avoir de l'imagination, quoi, essayer d'aller voir un peu... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des métiers dans tous les sens, des métiers virtuels, des métiers manuels, des métiers intellectuels, des métiers scientifiques. Je ne sais pas si en France on fait ça aussi, de prendre une année après le bac. Ça peut être très bien de prendre une année, de partir voyager, de partir voir un peu le monde et se donner un peu le temps de la réflexion. On est quand même très jeune à 17 ans. C'est vraiment pas évident à 17 ans de savoir ce qu'on veut étudier. Alors si on a les moyens, évidemment, pouvoir partir faire des études aux États-Unis, bon, ben, c'est formidable parce que ça vous laisse éventuellement le temps d'être généraliste pendant 2 ans et de réfléchir à ce qu'on veut faire. Alors mon dernier roman donc, porte sur la vie du peintre anglais David Hockney, qui est né en 1937. Et là, c'est vraiment le cas de quelqu'un qui est ce qu'on dirait en anglais driven. Il a toujours su ce qu'il voulait faire, peindre, être artiste. Mais vraiment, il faut voir aussi qu'il a grandi dans une ville dans laquelle il n'y avait pas d'artiste. Il était d'origine pauvre et ça n'existait pas être artiste à l'époque. Quand il avait, donc vers 1950, en Angleterre, dans cette ville de Bradford. Et ses parents voulaient qu'il travaille tout de suite, faire des études, il n'en était pas question. Et être artiste, ça voulait dire éventuellement faire les cartes de Noël ou les posters pour le cinéma. Mais ça n'existait pas. Et donc il est vraiment devenu, vous voyez, il a suivi sa passion et il a réussi à se faire accepter dans l'école d'art de Londres, qui était la meilleure école d'art, le Royal College of Art. Et finalement, c'est vraiment en suivant sa passion qu'il a réussi à devenir ce qu'il voulait et qui était être peintre. Donc je pense que si on a une passion, il faut vraiment la suivre et qu'il y a aucun doute là-dessus.